Je vais déjà classer ça. Ah, écoute, oui, pendant que je présente, il faut c'est que pour faire j'aille... quelque chose de régulier, oui. Je te présente, je te présente comme présenté, puisque tout le monde te connaît, je crois, dès l'année dernière. Alors nous avions eu une conférence tout à fait intéressante sur l'ouvert d'après Rilke. Et là, c'est à propos de Max Ernst. Je le rappelle, pour ceux qui connaissent Max Ernst surtout, c'est un contemporain qui, bien qu'appartenant à l'histoire classique de l'art, classique entre guillemets, puisque l'histoire, mais ça quand même c'est celle du surréalisme qui pour nous et pour vous surtout appartient quand même à une époque révolue, est un contemporain puisque il est mort, il a traversé tout le début du siècle et plus, il est mort en 1970. Et alors je rappelle que non seulement il est connu surtout comme artiste plastique pour ses peintures, pour ses sculptures, pour ses montages, collages, etc. Mais c'est aussi un écrivain qui est auteur d'une grande quantité de textes tout à fait fondamentaux, critiques, anarchistes, polémiques contre toutes les représentations et institutions de la civilisation et de la société actuelle. Il a été ostracisé par le Reich. Ses œuvres ont été mises à l'encan à partir de surtout l'exposition de Entartete Arte en 1937. Et puis ensuite, il est revenu. Alors, je laisse la parole à Georges, qui va nous en parler, de façon à fixer mes propres idées d'ailleurs, et celles de tout le monde. Je te donne la parole. Bon, alors, je voulais juste faire une toute petite... pendant le... Est-ce que d'abord tout le monde verra? Bon, si je me mets... comment dire? Oui, à peu près comme ceci. Si quelqu'un veut faire cirque... Ah oui, sauf que j'ai fait disparaître... Il faut qu'on t'aide, non? Non, j'ai fait disparaître le catalogue, là. C'est idiot. Bon, il faut que je le fasse revenir. Voilà. Voilà, bon, allez. Il y a des choses qui n'arriveraient pas chez moi. C'est le titre que tu as. De ce mois-ci, et non seulement de ce mois-ci, mais du mois prochain, si l'on peut dire, puisque le mois prochain va être creux, va être vide, on n'est pas arrivé à placer quelque chose, de sorte que c'est en mai que ça va recommencer avec quelque chose de très intéressant, qui est la présentation par Constantin Hirodotou, due à ses recherches dans les archives de Charles Fournier, d'un texte qui s'y trouvait et qui s'appelle Le réveil d'Épiménide, qui était très difficile à déchiffrer, dont on connaissait l'existence, mais que personne n'avait déchiffré, et grâce à des personnes qui viendront d'ailleurs pour dire comment ils ont déchiffré ce texte, il en a tiré un petit fascicule très intéressant d'ailleurs et très nouveau, en particulier concernant l'érotisme, concernant le nouveau monde amoureux, où c'est très original ce que dit Fournier. Mais ça sera le 3 mai. Le 3 mai, donc, avec une interruption de tout le monde. Moi, je dis pas non, étant donné que je suis enrhumé d'une façon épouvantable et que j'ai cette affection du nez qui doit être guérie, je l'espère,
comme on dit, en touchant du bois, mais comme il n'y a pas un seul morceau de bois ici, mais tout est impossible, sauf en touchant des têtes de bois Et là, il y a du bois. Est-ce que vous y voyez à peu près des barrières. T'achètes. Voilà, ici, regarde. Non, c'est pas du bois. Si, ça c'est du bois. C'est tout fait. Du bois préfabriqué, mais de toute façon du bois. C'est sûr, c'est sûr. Mais, à propos de Semaine des Arts, là, et tous les tracas qu'on vient de nous faire, on avait parfaitement notre place dans cette Semaine des Arts. Bon, puis tout de même, j'ai assez donné pour ce département d'art plastique pour ne pas être traité comme ça. Hein. Bon, mais enfin tout ça pour que ça nous amène à notre sujet. René me propose de faire une intervention dans ce cadre, voilà, d'art et j'ai longtemps réfléchi pour que le titre corresponde bien au contenu d'un exposé que j'ai eu l'occasion de faire devant un public de spécialistes il y a pas si longtemps. Bon, cet exposé, je crois que j'aurais dû disposer d'à peu près 3 heures pour le développer entièrement. Et donc je ne vais pas vous faire subir un exposé systématique comme ça aujourd'hui, mais je crois qu'on fera un travail tout à fait utile si au fond au vu de ce que nous allons pouvoir observer, on procède par un dialogue, par questions et réponses. Et donc j'ai proposé ce titre, La vie au hasard de l'œuvre, pour mettre en avant le fait que chez Max Ernst, et c'est probablement un des artistes pionniers dans cette façon de proposer, chez Max Ernst, c'est l'œuvre, c'est le travail, l'élaboration des œuvres qui donnent le rythme et qui probablement même commandent les événements de la vie. Bon. Et alors j'ai mis, bon, donc c'est pas la vie qui est soumise aux décisions de l'œuvre, c'est la vie qui est soumise au hasard de l'œuvre. Bon, et donc les choses se compliquent ou même deviennent plus passionnantes encore lorsqu'on s'aperçoit que le hasard est ici, comment dire, le personnage ou la force dominante. Bon. Donc le hasard commande à la fois l'œuvre et probablement de multiples événements de la vie. Mais la vie n'est pas pour autant secondaire. Il y a, comment dire, une interaction, tout un jeu d'influence, de petits et de grands événements qui décident d'un parcours qui à la fois extrêmement sinueux et en même temps cohérent. Il y a ce premier fait, et puis cet autre, donc j'ai introduit le terme d'errance, parce que Max Ernst est aussi un très bel exemple d'itinéraire artistique qui, au fond, est également commenté et commandé par ses voyages, par ses déambulations à travers l'Europe, et bien ma foi dans toutes les vicissitudes et les drames et les tragédies qui secouent l'Europe à cette époque. L'Europe, il passe d'Allemagne en France, il passera de France en Espagne, où il ne fera qu'un passage très rapide, pour se rendre aux États-Unis,
où il va séjourner longtemps. Après la Seconde Guerre, il revient très vite à Paris, espérant peut-être retourner en Allemagne, mais le retour en Allemagne et la rencontre avec les gens de sa patrie, c'est, pour résumer, un échec assez retentissant, ce qui le reconduit vers Paris, et ma foi, comme il avance un peu en âge, Paris ne lui est plus très favorable. Il va séjourner alors dans le Loiret, dans la région de Vendôme, et puis plus tard dans le Grand Midi, dans le Var, où il va rester presque jusqu'à sa mort, qui est plus tardive que ce que tu as annoncé, hein, René. Il n'est mort qu'en 76. Bon. En quelle année il est mort? En 76. Ah, en 76. Oui, 76, parce qu'il a donc... Oui, il a eu 85 ans. Hein, il a eu 85. Quand je l'annonce 76, en même temps c'est un tout petit regret pour moi, parce que grâce à des amis j'aurais pu faire connaissance un peu plus avec Max Ernst. Et donc voilà, c'est un artiste de première grandeur que j'ai complètement raté. Et donc voilà, bon, j'ai résumé de façon, enfin, j'ai donné une géographie de ses errances. Les choses bien entendu sont beaucoup plus passionnantes et plus profondes que simplement ces voyages et ces errances purement géographiques. Ils ont une dimension intellectuelle qu'on tâchera d'aborder. Et puis, s'ajoutant à cette notion d'errance, sans doute l'apport le plus essentiel de Max Ernst est cette méthode créatrice à laquelle il donne un nom, d'ailleurs à plusieurs reprises, dans des textes qui ont une fonction à la fois biographique, mais qui est aussi une biographie, artistique. Il forge lui-même cette notion de passivité créatrice. Bon, ce qui m'a paru, au fond, le plus pertinent également pour vous, qui êtes philosophe, cette notion est parlante. Je pense aussi parce qu'elle nous reconduit vers des philosophes contemporains, vers un courant phénoménologique, nous conduit très directement à Gilles Deleuze, m'a-t-il semblé, parce qu'au fond, elle recueille tout ce que nous avons appris des sciences de l'inconscient, d'une part, et par ailleurs également de toute une dynamique que ces sciences de l'inconscient souvent ne traitent pas suffisamment. Une dynamique qui, au fond, nous oblige à penser la notion de subjectivité tout autrement que ce qu'en a fait à la fois la philosophie classique et la psychanalyse elle-même. Bon. Donc, une sorte de subjectivité qui serait riche au fond, de tous les apports des événements, des micro-événements, des sensations, qui serait capable d'englober dans son courant à la fois
les événements matériels, les événements matériels, les éléments, les éléments premiers, en tant qu'il faut les considérer plutôt comme des forces que comme juste des événements physiques. Et puis également tout ce qui fait partie au fond de l'histoire individuelle. Donc voilà toutes les raisons qui me font penser que Max Ernst a une position de pionnier dans l'art du XXe siècle, et enfin surtout à partir donc de son travail du début des années 20, puisqu'il a commencé avant, mais ce qu'il a fait avant n'est pas très probant. Et donc il a cet apport à la fois en tant qu'artiste et en tant que, en tant que penseur. Ce que donc les surréalistes ont très bien compris, il a été pour eux, au fond, il a été plus qu'un artiste majeur. Il a été en quelque sorte la preuve de leurs intuitions. Et lorsque dans des textes, dans la Révolution surréaliste, dans la revue, dans le surréalisme et la peinture, cet ouvrage qui s'est élaboré à partir de la fin des années 20, André Breton a cette formule « enfin Max Ernst vint », c'est dire qu'il est arrivé comme une sorte de prophète, de messie, pour à la fois pour une nouvelle méthode créatrice et en même temps comme le fondateur d'une nouvelle humanité. Bon. Alors, et donc voilà. Alors, donc les questions que pose, c'est son œuvre et que j'ai tenté de rassembler dans ce titre. C'est donc cela. En quoi nouvelle subjectivité, et en quoi cette passivité créatrice nous interroge et change complètement le paysage artistique et créateur du XXe siècle. C'est, au fond, ce sont ça les questions que j'ai tenté de poser. Bon, j'ai pensé, même si les conditions d'observation, est-ce que je dois me rapprocher un peu plus encore pour qu'on puisse observer ce qui se passe, ou est-ce que vous pensez que ça peut aller comme ça? Ça peut aller comme ça? Bon. Donc voilà, parmi au fond, ce parcours par les observations. Voilà des œuvres très très connues de lui qui ont été exposées très souvent, notamment dans une grande exposition sur le surréalisme au début des années 2000. Vous pouvez observer tout de suite, même si vous voyez les choses de loin, que le travail chez Max Ernst est composite. Il est à la fois fait à partir de photos. Il y a un document photo, donc c'est un savant montage d'une photo, simplement, donc ce nu n'a pas de visage. Voilà. Donc le visage a été... Il y a montage et en même temps démontage. C'est à la fois construction, déconstruction, assemblage et soustraction.
Ce nu qui est à peu près couché, eh bien, on le met en position verticale, sur un fond dont on ne peut pas dire est-ce que c'est un ciel, est-ce que c'est l'eau. Ça peut être une chose et son contraire. Ce fond est travaillé par ailleurs. Il opère dessus des grattages. Le bras de cette femme va traverser quelque chose qui est à la fois une sphère, peut-être un oursin si on est au bord de la mer, peut-être un œil aussi, qu'on va traverser, transpercer, et puis dans les airs, vous voyez peut-être flotter ce qui est peut-être des nuages, mais ce qui est peut-être aussi des plumes, des ailes d'oiseaux. Bon, mais ça n'est pas tout. Bon, là donc, ça a été légèrement agrandi. Je n'arrive pas à le réduire. Bon, bien, je le reprends. Parce que le tableau ne se réduit pas lui-même, il est également en texte. Bon, vous êtes trop loin, mais je vais vous le lire. Il est très beau. C'est un texte poétique. Et Max Ernst, vrai, il est bon francophone, mais enfin, nous ne sommes ici qu'en 1921. Max Ernst vient de s'installer à Paris. Pas exactement à Paris, mais il s'installe là dans le département, enfin, dans ce qui n'était à l'époque pas encore ce qu'on appelle le 93. C'était à l'époque, c'était la Seine-et-Oise, le département de Seine-et-Oise, puisqu'il s'installe à Aubonne, où Paul Éluard, qui a bien sûr tout fait pour l'attirer vers Paris, où Paul Éluard, qui possède donc une belle maison là-bas, l'installe. Et d'ailleurs, donc Max Ernst y a fait des fresques sur cette maison. Bon. C'est pour ça le texte là, que je vais rapidement vous lire. Voilà. La puberté proche n'a pas encore enlevé la grâce ténue de nos Pléiades. Le regard de nos yeux pleins d'ombre est dirigé vers le pavé qui va tomber. La gravitation des ondulations n'existe pas encore. Je crois que chaque mot, n'est-ce pas, pourrait mériter son petit commentaire, mais il faut pouvoir passer à autre chose aussi. Oui, il y a quelque chose sur la puberté proche, là, qui est, bien sûr... alors, le texte d'Éluard, puisque je pense que c'est un travail à deux, là, qui a été réalisé, vous voyez tout de suite également ce que c'est qu'un poème surréaliste. C'est également un texte fait de collage, de montage, et auquel donc on donne une cohérence, c'est la cohérence d'un discours, à cohérence apparente, alors que les quantités de termes font question, posent problème là-dedans. Bon. N'empêche que, aussi disparate que les choses ont l'air d'être, malgré tout, il y a une cohérence et une relation qui s'établit entre l'écrit et le texte. Et ce que je vais appeler comme ça pour faire vite l'image. Bon, vous voyez bien que le terme n'est pas tout à fait cohérent. Donc, parce que la puberté proche, on est en 21. Max Ernst a déjà 30 ans, donc la puberté, oui, ça fait un moment qu'elle est passée, c'est vrai. Mais n'empêche, on s'adresse ici à un public très jeune,
D'ailleurs, Max Ernst était plus âgé, n'est-ce pas, que tous ces jeunes surréalistes, à part Éluard, qui a presque son âge. Mais donc, Max Ernst, comment dire, dispose de cette, de cette légère autorité, hein, je mets des guillemets à autorité, il dispose de cette petite autorité sur les autres, parce qu'il peut être un conducteur, un guide pour tous ces gens-là, qui sont encore plus proches de la puberté. Mais ça nous rappelle en même temps qu'une des, un des points d'appui et d'articulation du mouvement surréaliste, bien sûr, est une revendication de libération affective, sexuelle, pensée à la féroce répression des pulsions qui règne alors. Bon. Et donc, hein, ce corps de femme, sa sensualité, l'allusion à la puberté proche, il y a également, on parle de quoi? La grâce ténue de nos Pléiades. Au fond, cette formule pourrait aussi qualifier le personnage que l'on voit. Bon. C'est en même temps une apologie du regard. C'est pas le regard de nos yeux pleins d'ombre. Je ne voudrais pas trop me concentrer sur cette seule œuvre pour commencer, parce que sinon je vais rester tout le temps là-dessus. Je vais quand même proposer autre chose. Alors, celui-là comique, est-ce que vous... je suis désolé des conditions, j'espérais qu'on aurait vraiment un écran et que tout seul... Voilà. Vous voyez encore un morceau de corps de femme, là. Bon. Mais, alors, là aussi, vous voyez le travail à la fois très complexe et comique de Max Ernst. Bon, dans ses montages. On voit dans quelque chose, n'est-ce pas, un plan, et pas même un plan, plusieurs plans, c'est pas une espèce de premier plateau, un deuxième plateau qui lui est percé, comme pourrait par exemple l'être une palette. Et du trou émerge ici ce qu'on pourrait prendre d'abord pour ma foi, pour la partie inférieure du corps d'une femme. C'est pas bon. Pourrait-on penser, ventre, jambes, bon, c'est un tout petit peu plus complexe. Ah oui, c'est un tout petit peu. Est-ce que c'est bien disposé là? Bon, les choses sont un tout petit peu plus complexes parce que cette jambe pourrait tout aussi bien être un bras. Bon, encore que c'est bon. Bien, le commentaire. Bon, gai réveil du geyser. Dans lequel une délicieuse jeune femme vêtue d'une très légère chemise. Le texte s'arrête là. Bon, et effectivement, de ce qui pourrait peut-être être le ventre de cette femme, eh bien effectivement explose un geyser. Bien. Bon, c'est à la il y a un mélange d'érotisme, de comédie et de contradictions permanentes entre tous les sens. Oui, ce que j'étais sur le point de vous dire tout à l'heure à propos de l'œuvre précédente, c'est qu'au fond, comment se présente donc l'œuvre surréaliste, qu'il est un peu hâtif de définir comme surréaliste à ce moment-là. Nous sommes en 1921. Max Ernst, jusqu'à présent, a été connu en Allemagne, à Cologne exactement, où il
il exerçait, il a été connu comme artiste dada. Le mouvement dada a eu plusieurs centres en Allemagne, à Berlin, à Hanovre et à Cologne donc également. Et en tant qu'artiste dada, il était connu plutôt comme, au fond, comment dire, voilà, c'était un mouvement anarchiste, c'est un mouvement qui existe essentiellement par la parodie, qui veut ridiculiser l'art avec une majuscule. C'est un mouvement essentiellement comment dire, de remise en cause pas seulement de l'art, mais également de l'esthétique et de toute la société. Et donc surtout, comment dire, un mouvement destructeur. L'objet de cette destruction est également le monde de l'art lui-même, la prétention de l'art académique, etc. Au fond, on pourra dire que très généralement, toutes les valeurs, comment dire, au fond, toutes les grandes notions, c'est pas le beau, l'éthique, la raison, etc. Tout cela s'effondre avec la guerre de 14. C'est une sorte de, comment dire, de grande destruction de toute la civilisation européenne. Et le mouvement Dada, bien entendu, a pour but d'évacuer et d'en finir avec au fond toute cette vieille culture européenne. Bien. Et donc les avant-gardes artistiques elles-mêmes, telles qu'elles ont existé, c'est pas, cubisme, expressionnisme, futurisme, hein, et toutes les autres nuances encore de tous ces mouvements, toutes ces avant-gardes, au fond, Dada a pour objectif également de les expulser, de les tourner en ridicule, et c'est par exemple tout à fait l'objet d'une œuvre comme celle-là. Bon. Donc en introduisant, au fond, en quoi consistait par exemple le collage cubiste. Le collage cubiste, au fond, c'est la recherche de nouvelles méthodes de création à partir, d'objets tout faits. D'accord, et on les réunit, pensez à Braque, Picasso, n'est-ce pas, on peut très bien faire un tableau en découpant des journaux, en prenant du papier mâché, en mettant là-dessus de la corde, un morceau de miroir, et ainsi de suite. Bon. Mais donc le collage cubiste cherche des voies nouvelles. C'est pas vraiment une destruction. Bon. Donc le collage cubiste participe vraiment de ce qu'on peut appeler les avant-gardes. Au moment donc où Max Ernst intervient, sa manière de coller et d'assembler ne ressemble déjà plus à ce que voulait faire le collage cubiste. Au fond, c'est déjà plus la même esthétique. Et vous allez voir que dans sa façon de faire, il faut que j'enlève ça. Voilà. Bon. Regardez par exemple, oui, là c'est évidemment très très petit, c'est embêtant. Je vais essayer de prendre ça, de l'agrandir. Et oui, vous voyez, ça ne marche pas tout à fait. Ça ne marche pas tout à fait parce que du coup, je n'ai qu'une moitié de chacun. Bon.
Eh ben, on fait comme on peut, là. Hein. Bon. Donc, ce que je tendrais à dire, mais que vous pourriez observer, il serait préférable que vous puissiez l'observer vous-même, c'est que autant les avant-gardes ont eu un projet très précis de détruire, par exemple, l'illusion voilà, du tableau académique, de l'attitude contemplative, autant Max Ernst va rompre avec cette conception et ne va pas se gêner pour faire une sorte de compromis très techniquement très très virtuose entre ce qu'on appelle au fond la représentation à l'ancienne et au fond le collage et l'assemblage. Alors par exemple sur ce travail là qui doit être de 1920, pour en retrouver le titre il faudrait chercher, et je ne veux pas trop m'attarder là-dessus. Vous remarquez simplement une chose, vous vous souvenez, la première observation, ce fond bleu, maritime ou aérien. Eh bien, au fond, on retrouve là aussi, cette illusion que nous sommes face à un ciel, qu'il y a là un véritable paysage. Mais voilà, donc là s'arrête, si vous voulez, ce qu'on pourrait dire l'horizon classique. Parce qu'après cela, il va véritablement nous installer un paysage de montagne, mais viennent se greffer là-dessus une sorte de... oui, c'est un animal. Ça tient à la fois de l'insecte, de la machine. Ici, vous voyez un phare, mais non, qui peut être en même temps une cheminée d'usine, etc., et divers objets. Ici flotte une sorte de bobine, une bobine, mais qui est peut-être un sismographe aussi dans l'air. Donc, voyez-vous, il récupère des éléments extrêmement disparates et les réunit pour former une sorte d'ensemble. Et cela donne donc cette espèce de compromis entre, une cohérence, c'est à la fois cohérent et totalement arbitraire. Alors comment est-ce qu'il réalise tout ça? Peut-être une ou deux autres vues. Pour le faire, nous avons quoi ici? Bon, là aussi, il n'y a pas de titre sur cette œuvre de 1921. On dit arbitraire, mais cet arbitraire est en même temps extrêmement minutieux et il est obtenu par un travail préalable d'une extrême minutie. On a dit, dans mon titre, j'ai proposé donc passivité créatrice. Bon, il faut
faut voir de quelle combinaison tout cela est le résultat. Passivité, il faut bien y mettre un peu des guillemets parce qu'il y a une activité d'abord, une activité d'information, d'enquête, de recherche. Où est-ce que Max Ernst va se renseigner pour réaliser un ensemble comme ça? Il est passionné depuis toujours, depuis son enfance, il est passionné par les encyclopédies. C'est gênant ça? Moi, ça ne me gêne pas parce que, au fond, je tâche de parler, sauf qu'on ne peut peut-être pas. Ah, ben voilà. Ah oui, vous devez voir beaucoup. Non. Bon. Depuis toujours, il s'est passionné pour pour la recherche encyclopédique. Donc on dira ce paresseux, ce dilettante, cet autodidacte, il est extrêmement savant et cultivé. Bon. Alors donc il a une culture savante, et puis également, comme c'est très souvent le cas en Allemagne, techniquement, il y a, un savoir-faire impressionnant. Et donc, ces réalisations, il les fait à partir de documents qu'il a été chercher, plutôt comme ça finalement. Bon, ça vient même. Il le fait à partir de documents qu'il a piqués dans des encyclopédies, des vieilles encyclopédies qui datent d'il y a 30-40 ans. On trouverait des documents, par exemple, il demande à ses amis dadaïstes ou surréalistes de lui fournir des vieux magazines, des catalogues, des catalogues de grands magasins, des vieilles encyclopédies. Parce qu'alors il est un grand as du découpage. Et donc après quoi, il découpe, il colle, mais attention, il ne prend pas les objets tels qu'ils sont, très souvent il travaille encore dessus, il les assemble, et même de telle sorte que ces assemblages puissent donner l'illusion que nous sommes face à une vue cohérente. Bon, il y a un soin extrême mis à effacer les traces du travail. Donc, il y a enquête, recherche, collection d'éléments, et puis ensuite travail là-dessus, et à la fin, effacement des traces du travail. Bien. Bon, donc grande activité. Alors qu'est-ce qui nous autorise après ça à parler de passivité? C'est tout de même lui. Bon. La passivité tient quand même en ceci, c'est que vous voyez, tout cela, ce sont des instruments, ce sont des éléments préfabriqués, où son intervention à lui est réduite. Et la grande question pour lui est comment réduire mon intervention en tant que peintre. En tant que peintre, il a d'ailleurs déjà donné ses preuves. Il les a données dans une première période, mettons dans les années 13, 14, oui c'est ça, juste avant la guerre. Il les avait déjà données, ses preuves, en se coulant un peu tardivement dans le mouvement expressionniste. Bon. Il est né en 91, c'est une période où les mouvements de l'avant-garde artistique se succèdent à un rythme tout à fait accéléré. La plupart des artistes de la fin du siècle, par exemple, qui participent au mouvement expressionniste, sont nés entre 80 et 85. Voilà, c'est quelques années, 5 ou 6 années, qui font qu'une génération appartient à un mouvement plutôt qu'à un autre. Bon. Et lui, donc, plus jeune, mettons de 7 ou 8 ans, eh bien, est déjà, comment dire, sur la vague descendante. Bon. Et donc, il a effectivement participé un peu tardivement à ce mouvement expressionniste.
Il a été, comment dire, il a été promu un peu par un des grands expressionnistes du mouvement du Cavalier Bleu. Et puis donc il a pris ses distances avec le mouvement expressionniste et donc devient un des membres du mouvement Dada vers la fin de la guerre. Voilà, excusez-moi, parce que je sens que ma voix ne va peut-être pas tenir le coup. Merci. Ça c'était pour là. C'est ce que je viens de prendre parce que vraiment c'est pour la voix. Donc pour l'instant je suis pourvu. Bon, donc maintenant, vont travailler avec le matériau tout fait, n'est-ce pas? Assembler du matériau tout fait, c'est donc réduire le travail de la main, le travail de la volonté, hein, d'autant. Et donc voilà, le reste consistera donc à assembler. Et bien ma foi, donc tous les éléments, par exemple là ici vous voyez, disons au centre de cette œuvre, vous voyez c'est un athlète, cette petite silhouette noire dans son effort. Visiblement Max Ernst l'a pris dans un... Oui, là, si je vais essayer de guider avec la flèche, là. Est-ce que ça apporte quelque chose? Et bon, visiblement, c'est un disco-ball qui s'apprête. Donc, voilà. Bon, une chose. Ensuite, ces deux oiseaux, là, bon, qui donc sont presque jumeaux, là. Bon, il l'a pris, je ne sais plus où, mais... En même temps, c'est le mouvement là, de ces deux oiseaux qui nous intéresse. Quand je dis mouvement, vous voyez également que ces deux oiseaux peuvent figurer autre chose et se superposent ici deux types de vues. Bon, c'est pas ces oiseaux qui se tournent le dos, c'est pas qu'ils sont dos à dos. Vous êtes d'accord? Vous voyez, là, je parle de ça, de cette voilà. De cette figure qui est un peu au premier plan. En même temps, vous voyez que ces deux oiseaux, leur queue se prolonge de telle sorte que l'ensemble figure une sorte de poignard. Il y a une sorte de lame de couteau qui va s'enfoncer là. Bon. Là également, n'est-ce pas, le côté trompe-l'œil vu qui veut devenir... au fond, voilà. Qu'il y a deux choses contradictoires. Vous voyez qu'en même temps, Ernst propose ce motif des jumeaux, voilà, une gémellité, qui est en même temps donc une vue qui peut être deux choses, à la fois ces deux oiseaux, mais en même temps un poignard dardé sur la mer, voilà. Et puis le reste. Bon, nous sommes encore une fois, vous le voyez, sur une... voilà, c'est un paysage, encore une fois, l'ensemble, n'est-ce pas? Un paysage maritime, ici quoi, un voilier, enfin, des motifs secondaires également. On dira que l'intervention du peintre s'est résumée ici à simplement suggérer un paysage, une côte au loin, etc. Bien. Encore une ou deux œuvres et on va peut-être pouvoir commencer à déterminer, au moins déjà dégager, pardon, pas déterminer, au moins dégager des constantes. Tu entends bien, René, tout ce que je dis? Oui. Voilà, bon, l'œuvre est de la même époque, enfin, bon, et il a donné, Max Ernst donne à ce paysage, où l'horizon est assez proche de ce qu'il y avait sur l'œuvre précédente, il donne le titre, ça c'est Castor et pollution. Bon, bien entendu, donc,
tout le monde d'ailleurs, Castor et pollution, ça figure d'ailleurs sur le, comment dire, voilà, sur la ferraille, n'est-ce pas, de ce qui est quoi, à la fois une marmite, de ce qui est également, comment on appelle ça, s'il s'agissait d'un sous-marin, ça serait quoi, la lunette, ça s'appelle pas la lunette d'un sous-marin. Le périscope. Hein, le périscope d'un sous-marin. Voilà. Bon. Castor et pollution. Ça m'a amusé dans un catalogue. Je me suis aperçu que ces deux personnages, et vous avez vu, le tableau précédent, c'était ces deux oiseaux qui étaient adossés. Là, cette fois-ci, ce sont les frères Castor et Pollux qui sont devenus les Castor et pollution. Il y a toujours ce jeu, n'est-ce pas, des dadaïstes et maintenant surréalistes sur le... Mieux comme ça? Bon, pardon. Voilà, sur les allusions sexuelles et tout. Bon. Et moi d'abord, je me dis, tiens, Castor et pollution, etc. Que d'allusions sexuelles, n'est-ce pas, dans ce jeu, le doigt, l'index dans la bouche, etc. Bon. Mais quand j'ai remonté un petit peu vers les sources, je me suis aperçu disons, un des grands érudits de Max Ernst avait fait ses propres investigations et était remonté à une source très précise, une encyclopédie où on pouvait apprendre tout dans les années 1860, 1880, tout était dans des encyclopédies, et notamment comment est-ce qu'on apprend à siffler. À siffler. Et donc, il y avait des dessins. Voilà. Eh bien, il y a plusieurs manières de siffler. On met le doigt comme ça dans la bouche, etc. Bon. Et donc, Max Ernst n'a eu qu'à transposer. Bon, ce genre de choses. Je passe très vite sur une anecdote. Il était au théâtre en Allemagne et pendant que les gens s'installent pour se signaler à un ami, voilà, pour faire signe à un ami en plein théâtre pendant que les gens sont en train de se placer, il siffle, ce qui est évidemment un geste totalement réprouvé et comment dire, affreusement mal élevé dans un théâtre, d'ailleurs aussi autant en France qu'en Allemagne. Donc voilà, il y a également cette toute petite anecdote dont il se sert très très souvent dans ses compositions. Bon. Donc voilà, se dégagent quand même plusieurs, petit à petit, plusieurs motifs dans cette affaire. Donc les jumeaux, les frères, peut-être les amis. Bon, ces jumeaux, comment sont-ils liés? Uniquement par l'amitié, par la rivalité aussi? C'est un peu tôt pour en décider. Un autre motif qu'on pourrait peut-être dégager dès maintenant aussi, c'est c'est ce paysage et puis le bel motif aquatique qui est, je crois qu'on l'a retrouvé à peu près sur chaque œuvre présente. Bon. Comment dégager une signification? Bon, voilà une œuvre assez connue de lui. Hein. Nous sommes en 23 là aussi. Hein. Bon, il s'agit de Sainte-Cécile. Voilà, la Sainte-Cécile, donc connue pour être, comment dire, la patronne. Presque la patronne de la musique, n'est-ce pas? Bon, celle qui ne voit pas, qui donc compense son aveuglement
qui compense son aveuglement par par l'écoute et la pratique de la musique. Là, tu l'as dans le livre de Spitz. Elle est là dans le livre de Werner Spitz. Là, Ah ben c'est parfait ça, Oui. voilà. Ah mais c'est parfait. Ah, là tu as un bon document de première importance. Bon. Donc ben voilà, faites-la passer. Bon. Alors, on voit bien. Alors, là également, bon, cela dit, il y a beaucoup plus là d'intervention personnelle. Hein. C'est véritablement une peinture cette fois-ci. Mais regardez comment Max Ernst fait au fond de cette peinture comme il ferait un collage et un montage. Donc cette Sainte Cécile enfermée dans dans un monde complètement minéral, c'est pas dans ses murailles. Il faut dire juste deux mots, n'est-ce pas? Max Ernst est encore, à l'époque, très marqué par un peintre qui aura une influence énorme sur les surréalistes, c'est Giorgio de Chirico, n'est-ce pas? Bon, et toute sa peinture métaphysique. Donc, il reste un peu de cette peinture métaphysique là-dedans. Vous savez, ce sont ces grands paysages de villes et cette, cette présence hétéroclite, étrange. Et puisque vous pouvez voir cette Sainte Cécile de beaucoup plus près encore, vous remarquez donc qu'elle joue du piano ou de l'orgue. Donc vous voyez bien qu'elle est aveugle, hein, elle ne peut rien y voir. Et probablement donc elle a ce qui est admis depuis longtemps chez tout artiste allemand, à savoir que lorsqu'on ne peut pas voir, on dispose de la vue intérieure. N'est-ce pas, de la vue de l'esprit. Un artiste primordial à enseigner ça depuis le début de l'ère romantique, c'est Caspar David Friedrich, qui au fond conseille de fermer cet œil physique pour au contraire laisser libre cours à son œil intérieur, à son regard intérieur. Bon. Max Ernst est tout à fait vraiment le disciple du peintre romantique. Alors je trouve il y a de belles suggestions, n'est-ce pas, sur ce tableau. Regardez chacune de ces briques, n'est-ce pas, qui enferment Cécile. Elles sont marquées par un œil, n'est-ce pas? Voilà, il y a l'œil dans la pierre. Bon, hein, cet œil enfermé. Bon, d'une part. Mais vous avez aussi, de manière très très curieuse, vous avez tous ces clous plantés dedans, qui vous rappelleront certainement, vous savez, le tableau, c'est pas le plateau d'un piano, hein, sur lesquels donc les cordes sont tendues, et vous avez toutes ces cordes tendues à l'extérieur. C'est un jeu que Ernst pratiquera souvent. Hein, c'est ce jeu de tension sur des paysages les plus modernes. Bon. Vous remarquerez d'ailleurs, à propos de ce ciel, encore une fois, là il est très net, surtout si vous pouvez regarder la reproduction dans le bouquin, que ce ciel est en même temps un océan. Hein. Les nuages que vous voyez ne sont pas des nuages, ce sont des vagues sur une mer. Bon.
Et donc cet élément d'instabilité hein, qui fait que nous ne savons plus si nous